Compte rendu de la 73e réunion du Conseil de ministres, la première de l'année 2026. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 2 janvier 2026 à la Cité de l'Union africaine, la 76e réunion du Conseil de ministres. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De l'entame de l'année 2026 et l'atteinte des résultats de l'action gouvernementale. Le président de la République a tenu à réitérer, à l'endroit de chacune et de chacun, les vœux de paix, de santé, des réussites et d'engagement républicain qu'il avait formulés lors de la 72e réunion du Conseil de ministres. À cette même occasion, il a rappelé les instructions à leur donner, lesquelles demeurent pleinement d'actualité et constituent le socle de notre action collective. L'année 2026, a-t-il insisté, doit impérativement être celle de la consolidation de l'action publique et du passage résolu de l'intention à l'impact concret et mesurable au bénéfice direct de notre peuple. À cet effet, il a invité des acteurs gouvernementaux à faire preuve d'un sens élevé de responsabilité, des rigueurs et d'une véritable culture du résultat, en veillant scrupuleusement à l'achèvement effectif des objectifs assignés au gouvernement, qui soient en cours d'exécution ou non encore réalisés. Le président de la République a insisté à cet égard, sans être exhaustif, sur l'impérieuse nécessité d'accélérer la mise en œuvre effective de la première phase du programme de développement local de 145 territoires, ainsi que des autres projets structurants à fort impact socio-économique, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l'agriculture, de la fonction publique, des finances publiques, des transports, de l'économie nationale, des hydrocarbures, de mines, de l'identification de la population et bien d'autres, considérés comme leviers prioritaires et de transformation économique et sociale. Ces projets constituent des engagements solennels de l'État envers le peuple congolais et doivent à ce titre être conduits avec célérité, transparence, efficacité et un sens élevé de l'intérêt général. Par ailleurs, le gouvernement est exhorté à renforcer la coordination interministérielle, à lever sans délai les goulots d'étranglement administratifs et financiers, à bannir tout égo individuel et à inscrire son action dans une logique permanente d'ensemble de redevabilité, tant vis-à-vis des institutions que des citoyens. Chaque membre du gouvernement est ainsi tenu de produire, dans le strict respect des feuilles de route sectorielles qui lui sont assignées, des résultats concrets, mesurables et vérifiables, traduisant l'effectivité de l'action publique dans son domaine de compétences, tout en reconnaissant les défis persistants, notamment sur les plans sécuritaires et économiques. Le président de la République a exprimé sa conviction profonde que la République démocratique du Congo dispose des ressources humaines, institutionnelles et morales nécessaires pour les surmonter. Il a réaffirmé que l'année 2026 sera placée sous le signe de l'espérance partagée, de l'action concrète et d'une transformation progressive mais irréversible de notre pays. Chaque membre du gouvernement est donc appelé à agir avec loyauté, pragmatisme, patriotisme et sens du devoir afin que les engagements de la République se traduisent en résultats tangibles au bénéfice du peuple congolais. À cette fin, la Première ministre a été chargée de piloter de manière coordonnée la production des résultats attendus et de mettre en place un mécanisme de monitoring interinstitutionnel associant les membres du gouvernement des secteurs clés concernés ainsi que son cabinet en vue d'assurer un suivi rigoureux, la capitalisation des avancées et la consolidation durable des acquis. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'une concertation préalable dans la communication étatique. Le président de la République a tenu à rappeler avec gravité que la parole publique
engage l'État dans ce qu'il a de plus essentiel, sa crédibilité, son autorité morale, sa capacité à rassembler la nation et à préserver durablement la cohésion nationale. À ce titre, toute expression émanant d'un responsable public doit être empreinte de retenue, des responsabilités et d'un sens aigu de l'intérêt supérieur de la République. À cet égard, il a suivi avec une attention particulière la récente sortie médiatique du porte-parole des Forces armées de la République démocratique du Congo, diffusée sur la chaîne nationale, au cours de laquelle des propos à caractère méprisant et stigmatisant ont été tenus à l'endroit des femmes de la communauté Tutsi. Le président de la République a déploré vivement cette dérive de langage qui ne reflète ni les valeurs républicaines, ni l'éthique de responsabilité, ni à la hauteur de vue attendue de toute prise de parole officielle, a fortiori lorsqu'elle émane d'un membre d'une institution aussi sensible et stratégique que l'armée nationale. De tels propos sont des natures à fragiliser la cohésion nationale, la cohésion sociale, à alimenter des tensions inutiles et à porter atteinte à l'image et à la crédibilité de l'État, tant sur le plan interne qu'externe. Il a dit approuver par ailleurs les mesures prises en son endroit, tout en rappelant avec insistance que la parole de l'État ne saurait être improvisée, émotionnelle ou approximative. Elle doit, en toutes circonstances, être portée avec retenue, responsabilité et clarté d'objectifs, en particulier lorsqu'elle concerne des questions complexes, délicates ou susceptibles d'avoir des répercussions sécuritaires, sociales, politiques ou diplomatiques. À ce titre, le président de la République en a appelé à l'ensemble des membres du gouvernement, aux responsables civils et militaires, ainsi qu'à tous les acteurs de la communication publique à éviter toute sortie médiatique incontrôlée, notamment sur les sujets sensibles touchant à la défense nationale, à la sécurité, à la cohésion sociale et aux relations institutionnelles. La parole publique doit demeurer un instrument de rassemblement, de stabilité et de confiance, et non une source de division et de confusion, a-t-il insisté. Il a encouragé par ailleurs chaque responsable appelé à s'exprimer publiquement au nom de l'État, à se documenter rigoureusement, à maîtriser pleinement les enjeux de dossiers abordés et à mesurer avec discernement la portée de ses propos afin de préserver l'unité nationale, la dignité des institutions et la confiance légitime des citoyens dans l'action publique. Afin d'éviter la répétition de tels manquements et tirant les enseignements de l'incident susmentionné, le président de la République a rappelé ses instructions à l'endroit du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, de mettre en place sans délai un mécanisme formel de concertation préalable. Celui-ci associera son conseil spécial en matière de communication, les services de communication de la primature, de l'état-major général de forces armées, ainsi que ceux de la police nationale congolaise pour toute sortie médiatique diffusée sur la chaîne nationale ou tout autre média, dès lors qu'elle porte sur des questions délicates engageant directement l'État. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement a fait le point de la réunion stratégique du comité de pilotage des zones économiques spéciales qu'elle a présidé le 30 décembre 2025 sur le site même de la zone économique spéciale pilote de Kinshasa à Maluku. Les travaux ont porté sur l'état d'avancement des zones économiques spéciales, notamment celles de Maluku, de Kinmalebo, Maluku-Kinmalebo, Kishwishi, Musompo, Musienene et la Green Special Economic Zone de Gwaka, Bujala en Sud-Ubangi, en droite ligne avec les engagements du gouvernement axés sur les résultats, l'évaluation des avancées et l'identification des contraintes affectant la mise en œuvre du régime des zones économiques spéciales. Des progrès ont été relevés en termes d'implantation d'unités de production, en dépit des difficultés liées à la fiscalité, à l'accès à l'énergie, aux fonciers, aux infrastructures et au financement. À ce titre, les décrets portant mise en place du guichet unique des S, récemment signés, devra être accompagné des mesures d'application, des manuels de procédure et des guides pratiques pour faciliter
la participation des investisseurs. Les conclusions des travaux ont recommandé la rationalisation du régime fiscal et douanier, la mobilisation des mécanismes innovants de financement, l'étude d'un fonds d'investissement dédié aux ZES, l'ouverture du capital à des nouveaux aménageurs et le renforcement de la coordination intersectorielle. En conséquence, elle a demandé au vice-premier ministre, ministre du Budget, ainsi qu'au ministre des Finances, en collaboration avec le ministre de l'Industrie et l'Agence des zones économiques spéciales, de s'approprier pleinement les dispositifs des ZES et d'examiner les besoins de financement, notamment dans les cas de loi des finances rectificatives en mars 2026. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'est achevée, l'état d'esprit de population a été marqué notamment par une large désapprobation des propos de l'archevêque de Lubumbashi et président de la SENCO concernant l'accord de Washington sur la crise sécuritaire dans la partie est du pays. La préoccupation suite à la situation sécuritaire prévalant sur l'axe Uvira-Makobola où persistent les attaques des terroristes de RDF M23. La satisfaction consécutive à la victoire de l'équipe nationale de football contre l'équipe nationale du Botswana, obtenant de ce fait la qualification pour le 8e de finale pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient au Maroc. Au plan politique, la situation des institutions provinciales a été relativement calme dans les provinces en dehors des cas de déstabilisation observés et documentés dans les provinces du Olomami, du Sud-Ubangi, du Congo central et du Maniema. Par ailleurs, le gouverneur de la province de la Chopo, destitué depuis le mois d'octobre dernier, a été réhabilité par la Cour constitutionnelle. Au chapitre du banditisme et de la criminalité, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a informé le Conseil du renforcement de la couverture sécuritaire à Kinshasa et dans les autres provinces à travers l'intensification de l'opération Ndobo, se traduisant par de patrouilles mixtes PNC-FARDC afin de répondre efficacement à la récurrente hausse de la criminalité en fin d'année. C'est aussi dans cet esprit qu'il a présidé une réunion interministérielle avec tous les services concernés pour passer en revue la situation dans la périphérie de la ville de Kinshasa, notamment avec le phénomène Mobondo. Il a terminé au cours de la semaine qui s'est achevée. Il a été complété sur ces chapitres sécuritaires par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui, lui, à son tour, a fait le point de la situation opérationnelle principalement dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, ainsi que des dispositions prises au niveau de forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre à mal les aventures de ces agresseurs sur les territoires de la République démocratique du Congo. Sur la situation épidémiologique, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a présenté la situation générale du pays. Spécifiquement en ce qui concerne les choléra, le nombre de nouveaux cas a accru de 914 à 1381 cas suspects, dont 6 décès, soit une létalité de 0,4%, indiquant une tendance à la hausse à la 51e semaine épidémiologique. 126 nouveaux cas suspects, dont 2 décès, ont été rapportés à Kinshasa au cours de la même période. S'agissant du Mpox, le nombre de nouveaux cas suspects est resté stationnaire de 231 à 232 à la 51e semaine après la tendance baissière de notification avec une réduction du nombre de cas positifs observés depuis quelques semaines. Le ministre de la Santé a rassuré de l'efficacité des dispositifs de riposte et des actions en cours dans l'objectif d'éradiquer ces épidémies. Note d'information relevant du secteur du commerce extérieur. Donnant suite à la recommandation de la 65e réunion du Conseil des ministres du 31 octobre 2025, le ministre du Commerce extérieur a présenté la note d'information
qui renseigne du lancement effectif de l'opérationnalisation du guichet unique intégral du commerce extérieur dans toutes ses 3 phases, prédédouanement, dédouanement et post-dédouanement, alignant ainsi la République démocratique du Congo aux standards de l'Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne le commerce international. En effet, la note circulaire interministérielle a été rendue publique le 17 décembre 2025, rendant obligatoire la transmission électronique des documents réglementaires et commerciaux liés à l'importation et à l'exportation des marchandises dans notre pays. Elle contient 5 instructions majeures dont le calendrier de mise en œuvre progressif de la transmission électronique de l'alias documentaire et agenda de vulgarisation par la DGDA et Ségus. En signe d'appropriation de cette réforme, la Première ministre a présidé la cérémonie de lancement de cette transmission électronique de l'alias documentaire, marquant ainsi l'effectivité du guichet unique intégral du commerce extérieur dans toutes ses phases. Le ministre du Commerce extérieur a encouragé les membres du gouvernement concernés par cette réforme à veiller à ce que leurs administrations respectives parviennent à dématérialiser à travers le guichet unique intégral du commerce extérieur les documents requis à l'import, export, transit. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information relevant du secteur de l'environnement, la ministre de l'Environnement, Développement durable et nouvelle économie du climat a présenté au Conseil une note d'information à 2 volets. Le premier volet concernait les transferts des technologies, signature et installation du centre de démonstration de la technologie et de l'industrie de Junkao en République démocratique du Congo. Il s'agit d'une science interdisciplinaire utilisant des graminées spéciales comme substrat pour cultiver les champignons comestibles et médicinaux. Elle permet également de produire des aliments pour animaux, des engrais organiques, de l'énergie biomasse, des matériaux biologiques et contribue à la protection de l'environnement. Dans le cadre de la coopération sino-congolaise, nos experts du service national et de son ministère ont bénéficié de formations sur cette technologie. Un partenariat a été établi avec le Centre de recherche en technologie et industrie de Junkao de l'Université d'agriculture et foresterie de Fujian en collaboration avec des structures locales. Un fonds a été octroyé pour l'installation à Kinshasa d'un centre de démonstration de cette technologie sous réserve de la signature d'un partenariat officiel entre la Chine et notre pays. Pour y parvenir, il est nécessaire de mettre à disposition une concession d'environ 10 hectares pour accueillir le centre avec laboratoire et infrastructures modernes ainsi que faciliter les procédures consulaires et douanières. La ministre de l'Environnement, Développement durable et nouvelle économie du climat a recommandé au gouvernement de saisir officiellement le gouvernement chinois pour signer le partenariat d'État à État, de mandater une mission officielle pour conclure les accords avec le centre de recherche de Fafou et d'appuyer l'installation du centre de démonstration à Kinshasa avec extension progressive dans les 145 territoires. Sa deuxième note a porté sur l'évaluation et recommandations relatives au renouvellement du décret numéro 23/123 du 19 décembre 2023 portant suspension de la perception de la TVA et des droits des douanes sur les matières et biens issus du recyclage de déchets plastiques en faveur de Okeplast SARL. À la suite de cette évaluation qui vise à déterminer la pertinence et l'opportunité du renouvellement des dispositifs du texte sus-évoqué, la commission ad hoc mixte a rendu un avis technique favorable dont l'essentiel des analyses et conclusions évoquent la réduction de la pollution plastique et la création d'emplois. Que ce soit sur le premier volet de sa communication et sur les deuxièmes volets, le Conseil a recommandé la présentation de ces dossiers sous forme de dossiers à la prochaine réunion en vue des avis et des délibérations qui permettront de décider, notamment en ce qui concerne la problématique de plastique à Kinshasa et partout en République démocratique du Congo.
Au troisième et dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé le relevé des décisions prises lors de la 72e réunion ordinaire du Conseil de ministres du vendredi 26 décembre 2025. Commencée à 14h25, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 15h55. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière édition de l'année 2025. Au sommaire d'ici soir, dans quelques minutes, 2026 verra son entrée. À Kinshasa, déjà cette nuit, l'ambiance est festive, feux d'artifice, sapins de Noël, grandes avenues sont déjà occupées par les passants qui n'attendent que minuit pour enfin formuler leurs vœux pour la nouvelle année. Nos reporters ont mesuré la température. Pour vous, c'est mercredi. Reportage à suivre dans un instant. Accord RDC-USA. Kinshasa demande les accusations de bradage de ressources minières. Dans un reportage, vous verrez le vice-premier ministre de l'économie nationale réaffirmer que l'accord ne prévoit ni scission de mines. Le résumé du briefing presse tenu hier au studio Amangébé de la RTNC à suivre dans le corps de votre journal. Et puis le gouvernement met le cap vers l'autonomie sociale économique de veuves et enfants de militaires et policiers. Une formation a été organisée à leur intention à la suite de cette session de veuves et enfants de militaires et policiers ont reçu de brevets aux mains du vice-premier ministre de la fonction publique, Madame Monsieur. Voilà tout pour le titre. Avant de le développer, hier mardi, dans le bâtiment administratif de la zone économique spéciale de Maluku, la chef du gouvernement a présidé la réunion du comité de pilotage de zones économiques spéciales de la RDC. Le pourquoi avec Chimandondo, Emmanuela commissaire, Pampaoumba et Joe Patrick Koko. À Maluku, les usines sont déjà en activité. C'est sur ces sites que le gouvernement a choisi de donner une impulsion décisive à l'industrialisation. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé au bâtiment administratif de la ZES Maluku une réunion du comité de pilotage des zones économiques spéciales. Cette rencontre stratégique s'inscrit dans le programme d'action du gouvernement 2024-2028 axé sur la création d'emplois, la production locale et la diversification de l'économie. Aux côtés de la chef du gouvernement, plusieurs membres de l'exécutif ont pris part aux échanges, avec pour objectif de renforcer la coordination interministérielle, de clarifier les responsabilités et d'accélérer la mise en œuvre de la politique industrielle impulsée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La particularité de la réunion, c'est que chacun des membres du gouvernement est mis en face de ses responsabilités, pas de manière théorique, mais sur base d'une matrice qui retient les actions, les axes d'action, les actions à mener, ainsi que les échéances dans lesquelles il faut mener ces actions. Sur le terrain, les résultats sont déjà visibles. Varung Beveranges RDC produit localement les boissons Pepsi et Mirinda, générant plus de 600 emplois directs. Saphir Caro emploie plus de 400 travailleurs, utilise majoritairement des matières premières congolaises et exporte vers la sous-région. De son côté, Refriango RDC prépare le lancement de la production locale des boissons jusque-là importées, avec un investissement de plus de 100 millions de dollars et la création de plus de 800 emplois à partir de janvier 2026. Les zones économiques spéciales s'affirment ainsi comme un levier majeur de l'industrialisation et de la création d'emplois en République démocratique du Congo. Je le disais à l'introduction, dans quelques minutes, 2026 fera son entrée. Certains Congolais choisissent leurs églises ou paroisses pour rendre grâce au Tout-Puissant. Les grandes avenues sont déjà occupées par le passant qui n'attendent que minuit pour enfin formuler le vœu pour la nouvelle année. Nos reporters ont mesuré pour vous la température à Kinshasa et Génie Dada Chabani.
Le 31 décembre, dernier jour de l'année 2025, offre un spectacle particulier dans la ville-province Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Toutes les places publiques de prestige, les boulevards du 30 juin, l'artère centrale de la ville de Kinshasa et même les résidences sont tous décorés. Sur la nationale numéro 1 qui relie la province de Kinshasa à celle du Congo central, Grenier de Kinshasa, les camions transportent des vivres pour approvisionner la ville durant les fêtes de fin d'année. Dans la ville, le trafic s'est intensifié suite à l'engouement de la population qui tient à tout prix à faire des achats dans le cadre des préparatifs de la fête de Saint-Sylvestre et de l'avènement de 2026. Au quartier Matadi-Kibala, un lieu de négoce de fortune, toutes les parcelles situées le long de la route de Matadi se sont transformées en centre de négoce et d'étalage d'habits des enfants, des jouets, des guirlandes et autres biens qui symbolisent la fête de fin d'année. Les vendeurs ambulants et les acheteurs ont envahi la chaussée, ce qui a à coup sûr accentué les embouteillages. Les banques, les supermarchés et autres lieux de négoce sont restés ouverts et ont enregistré un grand nombre de clients. Cet engouement se justifie dans le cadre des préparatifs de la fin des fins d'année. Et toutes les églises préparent déjà les réveillons de la fête. Toutes les églises préparent déjà les réveillons de la fête des Nouvel An. L'hôtel de ville de Kinshasa a pris toutes les dispositions pour rendre la ville propre pendant les fêtes. Dans un autre registre, le vice-premier ministre de l'économie nationale était mardi dans certains ports de la capitale. Objectif, s'imprégner de leur fonctionnement, constater le défi à apporter le soutien du gouvernement. Rodé Panda. Les vice-premiers ministres et ministres de l'économie nationale sur le terrain. Objectif, inspecter les ports de Kinshasa et s'imprégner de leur fonctionnement. Au port public de pêche de Kinkole, Daniel Mukoko Samba a constaté l'arrivée des sacs de grains en provenance des provinces du Kwilu, Maïndombe et du Kasaï. Il a également visité les rayons des cossettes de manioc. C'est un port qui accueille en moyenne 3 à 4 bateaux par semaine avec des produits agricoles et assure l'embarquement de produits manufacturés à destination de l'intérieur du pays. Au port de Baramoto, dans la commune de la Gombe, situé dans un pool de plusieurs ports répartis en 6 zones, on y trouve des bateaux métalliques d'une capacité de 3000 sacs de produits, jouant ainsi les rôles importants dans la distribution des denrées alimentaires vers la capitale. La visite s'est achevée au port du CDI Boamanda, toujours dans la commune de la Gombe. Dans ce port, Daniel Mukoko Samba a inspecté l'usine de production d'une capacité de 100 tonnes par jour grâce à ces 2 unités de 50 tonnes chacune. Une production quotidienne de 10 000 sacs de 10 kg et 2500 sacs de 25 kg pour les marchés de Kinshasa. Sanguina Toko Edouard, assistant du directeur général du CDI Boamanda, salue cette visite encourageante. Boamanda a nourri Kinshasa dans les années 90, 2000-2010, mais nous avons connu beaucoup de difficultés pour alimenter cette usine. Donc on peut avoir plus de 10 000 sacs de 10 kg jour ici. S'il suffit que le gouvernement appuie Boamanda en mettant des moyens conséquents pour financer les services de développement rural qui existent à Boamanda. Nous avons également le problème de routes là-bas chez nous. Ici, nous avons plus de 7 dépôts de 2000 mètres carrés sur place à Kinshasa. Et à l'intérieur également. Voilà un partenaire fiable que l'État peut soutenir. Pour l'économiste national, Daniel Mukoko Samba, il se dégage la nécessité de bâtir une chaîne de valeur complète et bien structurée depuis la production jusqu'à la distribution. Il a souligné les insuffisances actuelles de la filière, notamment la qualité du maïs local qui peine à concurrencer les produits importés. Le VPM de l'économie a ainsi appelé à la normalisation et à un encadrement rigoureux de toute la chaîne de production locale afin de renforcer la compétitivité des produits nationaux et garantir durablement l'approvisionnement des marchés. Autre grand titre de ce soir, le gouvernement congolais met le cap vers l'autonomisation socio-économique de veuves et enfants de militaires et policiers. Une formation a été organisée à leur intention. C'est le vice-premier ministre de la fonction publique qui a procédé à la remise de brevets à ses récipiendaires. Cédric Kenina, Nadine Kilosho et Moké Malouma. Arrivés au terme de leur formation, les rentières des policiers et militaires ont reçu leur certificat de fin de session ce mardi de main du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou.
Organisée au chapiteau de l'état-major général au camp colonel Kokolo, l'objectif de cette initiative est de renforcer l'autonomie socio-économique des veuves et orphelins des policiers et militaires en leur offrant des compétences concrètes et certifiées, ainsi leur permettre de devenir actrices de leur propre développement en créant des sources de revenus durables. Merci Mingina Tata Mokonzi Ekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci Seigneur Kopesa, il faut repesa et pas naie. Mingi parce que yemutu apesa inga mitindo ya kolobate esengeli koyeba kokanisa baoyo babundelaka ekolo baoyo babatelaka kimia pona kokotisa bango na dispositif social oyo tozali kolengele. Lancée comme phase pilote, cette initiative est appelée à s'étendre progressivement sur toute l'étendue du territoire national. L'État se doit de jouer son rôle et tout son rôle. Vous allez déterminer, to bandi ango awaboye, vous allez première expérience, nous allons l'étendre partout à travers le pays. Les bénéficiaires élus ont exprimé leur gratitude et leur volonté de mettre à profit les connaissances acquises. Mieux vaut monter l'action au péché qu'à son bis. Mais le cas de Bazouma, il y a péché. En tout cas, et ça peut se faire. Attention que tu osanga, mais tu osanga, tu mets tu coca, tu osanga. Tu osanga, c'est un wamaka, si peu qu'on s'appelle la makas, na makamu président de la République à Sali, pour on habite sur maman veuve. Papa liaou, nzamba pambola yo, et ils allaient soukate. De Kalemi à Mbujimaï, le vice-premier ministre de la Défense nationale a bouclé l'année 2025 par une tournée d'inspection militaire à forte portée stratégique. Objectif, évaluer le dispositif sécuritaire, inspecter les infrastructures et réaffirmer la vision présidentielle de modernisation et de montée en puissance de FARDC. Sandra Nyangui, je reste au Funge. Arrivé à Kalemi le 31 décembre 2025, à la tête d'une importante délégation composée notamment du chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements, du chef d'état-major général de la force navale et de plusieurs hauts officiers des FARDC, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a conduit une mission centrée sur l'évaluation du climat sécuritaire et des capacités opérationnelles. Après une séance de travail stratégique à huis clos au siège du 22e groupement de la force navale, la veille, à Mbujimaï, l'avion du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants s'était posé sur le tarmac de l'aéroport international de Bipemba, ouvrant une séquence d'inspection tout aussi stratégique. Accompagné du général Gérard Panga, chargé de l'administration et de la logistique et assurant l'intérim du commandement de la 22e région militaire, le vice-premier ministre a visité le chantier de la dite région où un imposant bâtiment en phase finale de construction abritera l'aumônerie militaire et les bureaux administratifs modernes. La mission s'est poursuivie dans le village de Benabilonda, territoire de Tshilenge, pour l'inspection de l'avancement des travaux de la future base militaire stratégique érigée sur une superficie de plus de 2280 hectares. Ce complexe accueillera à terme des centres d'instruction, des aérogares militaires, des logements, des structures sanitaires et des infrastructures ultramodernes. Cette tournée illustre la mise en œuvre concrète de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, résolument engagé dans la modernisation, la professionnalisation et la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Accord RDC-USA. Kinshasa dément les accusations de bradage de ressources minières lors d'un briefing presse organisé hier au studio Momo Ngebi de la RTNC. Le vice-premier ministre de l'économie nationale a réaffirmé que l'accord ne prévoit ni scission de mines, ni désignation d'investisseurs, ni dérogation aux lois congolaises en matière de gestion de ressources naturelles. Résumé avec Jacques Kabobo Moukoumina Sedouga. Cet exercice de redevabilité a eu pour thème l'accord de Washington pour la paix et la prospérité à enjeux et perspectives. D'entrée de jeu, le ministre de la Communication et Médias a fixé le contexte de ces face-à-face avec le média. Ces documents, c'est une compilation de 3 textes. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères avait signé avec ses homologues rwandais et américains l'accord de paix avec le Rwanda.
Dans la suite, il y a l'accord qui crée, ou le texte qui crée le cadre d'intégration économique régionale. C'est ce cadre qui va être créé lorsque on aura exécuté de manière satisfaisante le CONOP. L'invité, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, a tenu à souligner que l'accord signé avec Washington est loin d'être un deal, moins encore un bradage des ressources minières de la RDC. Par contre, a-t-il dit, il vise à remplacer le régime des pillages des minerais de la RDC par certains pays véreux de la sous-région par un système d'investissement sain et respectueux des tests légaux et réglementaires en vigueur en République démocratique du Congo. Il s'agit de 2 documents qui ont été signés entre les USA et la RDC. Le premier, c'est l'accord de partenariat stratégique signé du côté américain par le secrétaire d'État Rubio et du côté congolais par moi-même. Et puis un deuxième document, un mémorandum d'entente sur des questions de sécurité qui a également été signé du côté américain par le secrétaire d'État Rubio et du côté congolais par Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba. Un accord cadre qui pose le cadre général dans lequel les 2 pays vont collaborer dans un certain nombre de domaines. Daniel Mukoko Samba a saisi cette opportunité pour expliquer cet accord dans les détails. Il a souligné que par la signature de ce texte, la RDC a intégré le centre restreint des pays africains qui ont un partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique. Réagissant à une question, Patrick Mouyaya a souligné qu'il n'y a rien qui est écrit dans cet accord qui ne tienne pas compte de l'intérêt des Congolais. Tout ce qui s'est fait, je crois que nous nous assurerons d'avoir un accompagnement du point de vue de la communication pour que chaque étape puisse être communiquée. Vous avez suivi que le vice-premier ministre vous a donné un délai de 30 jours. Il vous a dit que la partie américaine avait au 22 transmis, la partie congolaise a transmis. Donc on constitue les comités des directeurs conjoints qui va s'assurer de la mise en œuvre de ce qui avait été convenu, avec des rendez-vous dans les 30 jours, fournir la liste de projets. Et donc, tout ce qui se fera débutera, certains par des études ou certains par la vérification. Voilà, il y a tel projet. Donc, nous nous assurerons d'assurer de notre côté la transparence et régulièrement, il y aura donc de communiqués qui permettront aux uns aux autres et surtout aux personnes de bonne foi de faire les suivis, parce que je fais cette nuance, parce qu'il y a des personnes de mauvaise foi et nous ne comptons pas sur leur bonne foi. Au terme de ces briefings presse, le porte-parole du gouvernement a rassuré qu'une tournée sera effectuée dans les universités et aux autres lieux publics pour vulgariser ces partenariats stratégiques scellés avec les États-Unis d'Amérique. En Ituri, un journaliste de la RTNC a été assassiné dans son domicile par 2 hommes non identifiés. L'administration militaire s'engage à mener des enquêtes pour élucider les circonstances de l'assassinat de Lolé Banga. Elle dit apporter son soutien dans l'organisation de Sosepsek. Junior Selemani. C'est aux environs d'1h du matin, c'est lundi 29 décembre, que le caméraman Banga Lolé Thierry a été violemment agressé à son domicile situé dans le quartier Roro, appelé Gouvernorat par des individus non identifiés, armés de machettes. Alertés par les cris, les voisins venus à la rescousse l'ont transporté d'urgence à l'hôpital. Malheureusement, il a succombé à ses blessures. Peu après son admission, la disparition tragique de cet agent constitue une perte immense pour l'entreprise à déplorer. Donc c'est Mubengwa Katonji, directeur provincial de la RTNC, qui appelle à l'ouverture d'une enquête afin de faire toute la lumière sur cet acte ignoble. Nous déplorons cet assassinat dans cet environnement où l'homme travaillait bien sûr à la radio-télévision nationale congolaise, où il a mis ses efforts bien sûr pour travailler aussi pour la paix. Nous déplorons cet assassinat. Nous sommes en train de demander aux autorités compétentes, comme elles l'ont toujours fait, de mener des enquêtes pour arriver à nous aider à mettre la main sur ces bourreaux et que la justice soit faite. Pendant ce temps, le bourreau de Thierry Lolé court toujours
Profondément choqué par l'assassinat de ces chevaliers de la Plume, le journaliste de Bougna se sont rendus au gouvernorat pour exprimer leur indignation. Ils ont exigé des autorités publiques de mesures concrètes pour garantir la sécurité des professionnels de médias. Le magistrat, huissier, avocat véreux seront punis désormais lorsque pris dans les affaires de spoliation foncière et autres dérives judiciaires. Le Conseil supérieur de la magistrature et le ministre d'État en charge de la justice émettent sur la même longueur d'onde Edi Tchala et Eurydice Kitutu. Face aux pratiques qui ternissent l'image de l'appareil judiciaire congolais, le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice passent à l'offensive contre les antivaleurs dans les secteurs judiciaires. Nous avons planché sur les sanctions à l'endroit des magistrats, les sanctions à l'endroit des huissiers qui exécutent des décisions judiciaires qui ne sont pas définitives et qui ne sécurisent pas les investisseurs dans notre pays, et aussi des sanctions à l'endroit des avocats qui favorisent cela. Un constat salué par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Gueffa, qui met en avant les avancées réalisées et la convergence des vues entre les institutions judiciaires. Je me réjouis de constater que le Conseil supérieur de la magistrature a fait état des sanctions qui ont été prises à l'endroit des magistrats impliqués dans les cas d'expoliation des biens immobiliers et fonciers des personnes morales et physiques, et aussi ceux qui sont impliqués dans d'autres situations qui entravent la bonne administration de la justice. Au-delà de l'aspect répressif, le Conseil supérieur de la magistrature a également plaidé pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats, élément essentiel à l'efficacité de la réforme judiciaire. Allez, on change carrément de registre. Sur le 10 provinces et 58 territoires déjà visités dans le cadre du programme de développement à la base de 145 territoires, le constat est plutôt satisfaisant. Conclusion de l'équipe du conseiller spécial du chef de l'État chargé du suivi de ces programmes. Regardez. Au Kasaï central, les enfants étudient désormais dans des conditions idéales grâce au programme de développement local de 145 territoires. Et nous avons fortement félicité le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il a songé à nous pour nous doter un bâtiment ou une école moderne, semblable aux écoles des villes, avec des mobiliers, tout ça. Bon, toute la population est très contente. En mission d'inspection, au Kasaï central, précisément dans le territoire de Kazumba et Luiza, l'équipe dépêchée par le conseil spécial du chef de l'État en charge de suivi du PDL 145 territoires, Dieudonné Tchakambila Tchibouyi, a inspecté les différentes infrastructures réalisées dans le cadre de ce vaste programme initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur place, les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction et leur joie de travailler et d'apprendre désormais dans des conditions décentes. Nous avons reçu des bâtiments. Vraiment, toute la population est très contente avec ces bâtiments. Nous sommes fiers vraiment avec ce bijou. À travers le PDL 145 territoires, le chef de l'État réaffirme sa volonté de rapprocher l'État du citoyen en investissant dans l'éducation, pilier de développement durable. Des infrastructures modernes qui redonnent espoir aux parents, améliorent l'apprentissage des élèves et jettent les bases d'un avenir meilleur pour les communautés locales. Dans l'actualité également, un prix a été décerné au directeur général de l'Office de voirie et drainage par le journal des entreprises L'Horizon, dans ses récits signés Eric Kabamba. À la tête de l'Office de voirie et drainage, Victor Tumbachikila imprime sa marque. Des chantiers achevés, des routes réhabilitées, une dynamique saluée sur le terrain. Ces réalisations ne passent pas sous silence et lui valent aujourd'hui un diplôme de mérite. Diplôme décerné par le journal télévisé des entreprises. Pour ces magazines, cette distinction repose sur des observations de terrain et non sur des critères arbitraires.
Après une observation minutieuse et passionnée, s'étend de 2020 à 2025, c'est fait le témoin d'une révolution tranquille, une transformation où chaque coup de pioche, une note dans la symphonie du développement marquée par une présence de terrain infatigable. Pour le directeur général de l'Office des voiries et drainage, cette récompense est à la fois un honneur et un rappel des nombreux défis à venir. Il a souligné que les efforts fournis visent à offrir à la population des routes durables et adaptées aux réalités climatiques du pays. Nous n'allons pas dormir sur notre laurier, mais par contre ces diplômes nous poussent davantage à pouvoir travailler, à pouvoir mériter encore la confiance que les autorités ont placée en nous, que les autorités ont placé en l'OVD en tant qu'un instrument important dans le secteur de développement des infrastructures. Ces prix remis à Kinshasa met en lumière les résultats concrets visibles sur le terrain. Sous la direction de Victor Tumbachikela, plusieurs chantiers routiers longtemps restés en souffrance ont été achevés, non seulement dans la capitale, mais également à travers d'autres provinces de la RDC. Tout à fait autre chose. La commission de contrôle et de conformité du ministère de Mines a lancé dans les Lualaba ses travaux depuis le mardi 30 décembre 2025. Autorités provinciales, coopératives et acteurs du secteur minier discutent de la suspension temporaire des activités artisanales. Le lancement officiel des travaux de la commission de contrôle et conformité du ministère national des Mines. Ces assises se sont déroulées sous les auspices de la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini. Au centre des discussions figurent les motivations de l'arrêté ministériel portant suspension momentanément des activités minières, de la commercialisation et du traitement des substances minérales issues de l'exploitation artisanale de la filière cuprocobaltifère. Ces échanges engagés sont vivement attendus par les Lualabais, particulièrement les exploitants miniers artisanaux. Du choc des idées jaillit la lumière, a martelé la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini. Les creuseurs artisanaux et les entités de traitement des minéraux attendent beaucoup de votre commission. C'est dans cet esprit que nous vous accueillons avec la ferme conviction que vos travaux permettront d'éclairer les mesures prises, d'en évaluer les implications et d'apporter des solutions équilibrées, respectueuses de la légalité, mais également attentives aux réalités socio-économiques locales. Le président de la commission, Franck Fouamba, a précisé que la mission de sa délégation consiste à rechercher avec les coopératives minières des voies et moyens susceptibles de promouvoir un développement attractif et structuré du secteur minier. À l'issue de cette première journée des travaux, l'un des participants s'est dit très encouragé par la qualité des échanges, exprimant son optimisme quant à l'issue des discussions dans l'attente d'un aboutissement heureux et consensuel. Comme message pour artisanaux beauté, ma province à Lualaba, tout apaisé, la commission va travailler pour contrôler seulement les unités de traitement. Ma activité est un exercice comme toujours. Tout à coup, tout na tumika, la commission na yo ikuna tumika. Le moment était encore indiqué pour Marie-Thérèse Masuka de convier les Lualabais, particulièrement les exploitants miniers artisanaux, à l'apaisement et à continuer à faire confiance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne jure que par le relèvement du niveau de vie de ses compatriotes évoluant dans le secteur minier. Le Fonds de promotion de l'industrie et la GECAMINE relancent leur coopération stratégique. Alain Bikaï. Les renforcements du tissu industriel congolais se concrétisent à travers les partenariats stratégiques de haut niveau. C'est dans ces cadres que s'inscrit la relance de la coopération entre ces deux institutions clés de l'économie nationale avec une ambition commune, c'est de soutenir la transformation locale des ressources minières. Dans un climat de courtoisie et de convergence de vie, le directeur général du FPI a réaffirmé sa disponibilité à accompagner la GECAMINE dans sa stratégie de transformation industrielle à travers des mécanismes de financement adaptés aux priorités du secteur minier. Une démarche qui s'inscrit dans la vision du gouvernement visant à rompre avec le modèle d'exportation bride des matières premières au profit de la création de chaînes de valeur autour du cuivre, du cobalt et d'autres minéraux stratégiques. La transformation locale de nos ressources n'est plus une option, c'est une nécessité.
Ces partenariats avec les fonds de promotion de l'industrie nous permettent de poser des bases solides, a affirmé le directeur général de la GECAMIN. Et nous, en tant que société de transformation dans le domaine de minerais, nous avons voulu répartir sur de nouvelles bases pour pouvoir parachever la vision du chef de l'État dans la transformation de nos richesses ici sur place. À l'aube de l'année 2026, annoncée comme charnière pour l'industrialisation de la RDC, cette relance de la coopération entre les FEI et la GECAMIN envoie un signal fort au secteur privé et aux investisseurs, celui d'un pays résolument engagé à transformer ses richesses sur son sol et au bénéfice de son peuple. À l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa, le système LMD a été évalué lors d'une réunion du comité de gestion élargi au comité de discipline et au chef de section pour comptabiliser les avancées et défis à relever. Rodépanda. Avancée de la mise en œuvre du système LMD à l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa, ISPT Kinshasa, sujet au cœur d'une matinée d'évaluation par les comités de gestion élargis au comité de discipline et au chef de section, après analyse des conditions et des exigences liées aux infrastructures de qualité et un personnel qualifié. Tous les participants ont salué les avancées remarquables réalisées par les comités de gestion sous la supervision d'Albert Kabasile Yenga, directeur général. Comme un seul homme, les chefs de toutes les sections et la commission de discipline ont saisi l'occasion pour dénoncer les intox, fake news et des informations de nature à diaboliser et ternir la réputation des membres du comité de gestion de l'ISPT Kinshasa et de son autorité de tutelle sur les médias, réseaux sociaux et par des tracts. Certains individus travaillant à l'ISPT ont proféré des insultes à l'endroit de l'autorité, du DG, secrétaire général académique, et même de notre ministre de tutelle. Cette réunion a décidé que la commission qui a été instituée pour enquêter et pour faire un rapport continue pour une durée de 48 heures. Il y aura des décisions qui seront prises au niveau du comité de gestion, mais ça c'est au niveau administratif. Les personnes qui ont été attaquées ont aussi le droit d'aller en justice contre les auteurs de ces insultes. Le directeur général de l'ISPT Kinshasa, le professeur Albert Kabasile Yenga et tout son comité de gestion se disent déterminés et engagés à poursuivre l'élan de l'innovation et de la construction de cet alma mater, suivant la vision éclairée du chef de l'État, Félix Tshisekedi, sur l'enseignement supérieur et universitaire, matérialisé par la ministre, professeure, docteur Marie-Thérèse Somou Ayane Mukuna. La transmission Gus vers Gus et Sidonia World offre plusieurs avantages aux opérateurs économiques de la RDC, tels que l'explique le responsable de Gus RDC, Christine Lenzo et Raphaël Nsadi pour le reportage. Fini l'habitude du papier, la crainte de la transparence, la complexité des anciens circuits, bref, la bureaucratie physique lors de la récupération des différents documents dans les services douaniers. Les membres du gouvernement et autres intervenants l'ont reconnu lors du lancement de la transmission de l'alias documentaire du système S1 de Gus, activité lancée par la Première ministre Judith Suminwa-Tuluka avec l'instauration par le gouvernement de la RDC de ces systèmes digitalisés. Les opérateurs économiques n'auront plus à courir dans plusieurs bureaux pour la récupération de leurs documents, comme l'explique Yann Leroux, directeur général de Gus. Désormais, les données qui vont arriver à la douane via cette transmission électronique seront qualifiées d'infalsifiables et de justes, ce qui va permettre donc aux douaniers de mieux travailler sur la base de données précises et exactes. Ces systèmes, selon la directrice technique de Gus RDC, Oumi Lindo, permettent à la RDC de répondre aux standards du commerce mondial. Nous aurons une nette amélioration d'abord en termes de timing sur tout ce qui est dédouanement de la marchandise au niveau des cordons douaniers, mais aussi efficacité pour les différents vérificateurs de la douane qui auront en face d'eux des documents authentiques, lisibles et infalsifiés.
Ce système va faciliter la récupération des documents à travers les plateformes contenant des liasses documentaires, un travail mis en œuvre par les équipes de la DGDA et des Ségus dans les soucis d'améliorer le climat des affaires en RDC. Dans le Tanganyika, le ministre de l'Emploi et du Travail a procédé à la remise d'un important lot de motos aux responsables des établissements et structures placées sous sa tutelle en présence des autorités provinciales. Willy Atunakov et Junior Bilembo. Le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba Wamasamba, qui poursuit son séjour de travail dans la province du Tanganyika, a procédé à l'installation officielle de la coordination provinciale du programme d'appui aux organisations publiques et privées pour la promotion de l'emploi et la réduction de la pauvreté PAO, en présence de la coordonnatrice nationale de cette structure dépendant du ministère de l'Emploi et du Travail. C'était au cours d'une cérémonie solennelle organisée le samedi 27 décembre 2025 à Kalemi, comme promis à son arrivée dans ce chef-lieu de la province du Tanganyika. Le gouvernement m'a dépêché ici pour des raisons qui concernent ma tutelle. Je suis accompagné par une grande délégation de PAO, Programme national d'appui aux organismes publics et privés, pour la promotion de l'emploi et la réduction de la pauvreté. Voilà une installation qui sera officielle. Un motif de satisfaction et de gratitude pour les vice-gouverneurs du Tanganyika vis-à-vis de Cédine, fils du terroir, ancien vice-gouverneur, député provincial élu de Nyunzu, est actuellement élevé au rang du ministre national de l'Emploi et du Travail. La mise en place de cette coordination provinciale du programme PAO représente donc une opportunité capitale pour renforcer l'action du gouvernement provincial. Je remercie vivement le ministre de l'Emploi et du Travail, son Excellence M. Massamba Ferdinand, pour cette initiative concrète et porteuse d'espoir. Cette cérémonie grandiose s'est clôturée par la remise d'un important lot de motos aux responsables des différents services placés sous sa tutelle, notamment les PAO, l'inspection du travail, l'ONEM, l'INPP et les PROCER pour leur mobilité. Et puis, c'est communiqué officiel du ministère de l'Emploi et du Travail, le ministre, la date du 4 janvier 2026 dédiée aux martyrs de l'indépendance qui coïncide avec un dimanche. Ce jour férié est reporté au lundi 5 janvier 2026 qui est déclaré chômé et payé. Fait à Kinshasa le 23 décembre 2025, Ferdinand Massamba Wamasamba. Son engagement lui a valu une récompense après avoir apporté sa contribution au Forum mondial de lutte contre la corruption à Doha au Qatar. Le président du réseau de parlementaires de lutte contre la corruption s'est vu décerner un diplôme d'excellence. Cédric Kenina. Il incarne la voie parlementaire de l'intégrité en Afrique. Jean-Pierre Bassisa Pamba, président du réseau des parlementaires africains contre la corruption, vient d'être honoré pour son engagement sans faille. Tribune du savoir, dirigée par le professeur Lambert Dioho, lui a décerné un prix d'excellence lors d'une cérémonie solennelle tenue au siège de l'APNAC RDC, au Palais du Peuple. Nous n'avons pas croisé les bras pour essayer de rencontrer les préoccupations de notre base. Et celle-ci, à son tour, ne s'est pas fatiguée de nous renouveler les mandats. Et c'est ce qui nous donne le courage aujourd'hui de travailler pour l'amélioration de la gouvernance en République démocratique du Congo. S'il y a quelque chose que nous devons demander à tous les dirigeants de ce pays, à travers les certificats d'excellence nous décernés, c'est la redevabilité, la transparence, la promotion de valeurs morales et éthiques. Ces prix viennent couronner la participation remarquée de Jean-Pierre Bassisa Pamba au Forum mondial sur la lutte contre la corruption au Qatar, en présence de plus de 157 pays, ainsi que ses nombreuses actions concrètes en faveur de la bonne gouvernance. Pour le professeur Lambert Dioho, ces trophées symbolisent le courage, l'engagement et le leadership d'un homme devenu un modèle pour la jeunesse congolaise. À travers cette distinction, c'est toute la dynamique anticorruption qui reçoit un nouvel élan, porté par l'exemple d'un parlementaire résolument tourné vers un avenir plus transparent pour la RDC.
Environnement à présent. La loi portant code forestier devra être modifiée. La session extraordinaire du Conseil consultatif national de forêt s'est ouverte pour élaborer la feuille de route de revitalisation du code forestier de travaux, ouvert mardi à Kinshasa par la ministre de l'Environnement, Edith Chala. Cette session extraordinaire du Conseil consultatif national des forêts, organisée par le Secrétariat général à l'environnement, au développement durable et à la nouvelle économie du climat à travers la Direction générale de forêt, avec l'appui financier du programme de gouvernance des forêts PGDF et du programme d'appui à l'action juridique porté par le Fonds national RED+, vise la présentation de la feuille de route qui retrace le processus de révisitation du code forestier en vue de sa consolidation et de son harmonisation par les membres du Conseil. L'objectif principal de cette session extraordinaire est de doter la République démocratique du Congo d'une loi portant code foncier révisé qui découle d'une politique sectorielle forestière nationale validée. Les travaux portent notamment sur la consolidation et l'harmonisation de la feuille de route de la révision du code forestier en tenant compte des priorités nationales et des enjeux actuels de la gouvernance forestière. La ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, Marie Nyange Ndambo, a rappelé que la RDC s'est engagée à travers la lettre d'intention signée avec la CAFI et l'accord ABC avec le FMI à réviser le code forestier d'ici mars 2026. Cette révision vise à renforcer le rôle du secteur forestier dans l'atteinte des objectifs du développement durable et améliorer la fiscalité et les pénalités, de garantir la transparence dans l'octroi des concessions et la sauvegarde environnementale et sociale. Dans ce processus de révision, le Conseil consultatif national forestier doit jouer son rôle central pour assurer et étayer cette révision afin qu'elle soit participative, inclusive et consensuelle. En province, le Nord Kivu refuse de plier face à l'insécurité. La révolution agricole prend corps sur terrain pour la relance économique. À Béni, par exemple, une nouvelle étape vient d'être franchie avec l'installation d'une pépinière de grande envergure par le NAPAC. Dans le cadre de la matérialisation de la vision du ministre d'État et ministre de l'Agriculture, Excellence Moïno Nzangi Boutondo, celle de la révolution agricole agressive, une nouvelle pépinière vient d'être installée à Mangina Mangodomou, en territoire de Béni par l'ONAPAC, l'Office national des produits agricoles. C'était à présence du chef de division provinciale de l'agriculture au Nord Kivu. Selon l'agronome de l'ONAPAC Béni, Anselme Mouyayalo, 70 000 platules de café et 100 000 de cacao seront prêts d'ici 6 mois. Notre objectif ici, c'est produire 100 000 plantules par phase. Donc, dans 6 mois, nous espérons produire par phase 75 000 pour emblaver 70 hectares. Après Mangina, la délégation s'est rendue à Matembo, où une autre pépinière est en cours d'aménagement par OAV, une organisation humanitaire œuvrant pour l'assistance aux vulnérables. Un effort salué par le chef de division provinciale de l'agriculture qui a félicité Madame Kassera Sivialéane Alphonsine, directrice de l'ONAPAC secteur de Béni. Après 3 ans, déjà, on aura vu les premières productions. La division est là pour encadrer effectivement les petits producteurs. Une initiative qui redonne espoir aux agriculteurs et ouvre la voie vers la relance économique dans cette région longtemps affectée par l'insécurité. Dans la province de la Chopo, la session ordinaire de septembre 2025 appartient désormais au passé à l'Assemblée provinciale. Dans son discours de clôture, le speaker de l'organe libéral provincial de la Chopo, l'honorable Manté Sukangolondimo, touche les points sécuritaires, sociaux et infrastructurels avec les recommandations au gouvernement provincial et aussi aux élus provinciaux de l'attitude à prendre durant leurs vacances parlementaires. Je saisis cette opportunité pour rendre les hommages les plus vibrants à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et garant du bon fonctionnement des institutions, pour ses multiples efforts
dans l'amélioration des conditions sociales de tous nos concitoyens. Je tiens à saluer la bataille diplomatique menée avec succès par le commandant suprême pour la restauration de la paix à l'intérieur de nos frontières et la défense de l'intégrité territoriale de ce grand et beau pays béni par Dieu. L'évaluation de l'exécution du budget provincial 2025 au premier semestre s'est révélée particulièrement alarmante en termes tant de mobilisation des recettes que d'exécution des dépenses. Avec un taux de mise en œuvre de moins de 15%. Nous continuons d'interpeller le gouvernement provincial sur l'état de nos routes, notamment la route nationale numéro 4, en état de délabrement très avancé. Honorables députés, chers collègues, l'heure est à l'unité, à la cohésion et à la responsabilité collective. Nos divergences d'opinion légitimes en démocratie ne doivent jamais nous faire oublier nos devoirs et les attentes de notre peuple. L'amour de la Chopo, le respect de nos institutions et le devoir sacré de servir notre peuple doivent toujours être au centre de toutes nos initiatives. Sous la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, je déclare close la session ordinaire de septembre 2025 de l'Assemblée provinciale de la Chopo et je vous souhaite à tous une bonne fin d'année 2025 et que 2026 soit plus meilleur. À Kinshasa, remise symbolique de Jeep neuf au cadre de l'office de gestion du frais multimodal. Une messe d'action de grâce a été dite pour le 45 ans d'existence de cette entreprise. Le directeur général a salué les avancées de l'entreprise dans le partenariat stratégique pour le port sec de Kasumbalesa et l'expansion internationale. Eric Abamba. À bord de cette Jeep, le directeur général de l'Office de gestion de fret multimodal, William Kazumba Mayombo, fait de petites manœuvres pour s'assurer de la qualité. Ces Jeeps, toutes neuves, sont remises ces jours à titre symbolique au directeur du siège de cette entreprise afin d'améliorer leurs conditions de travail et leur efficacité dans l'exercice de leur métier. Une cérémonie qui a aussi coïncidé avec la célébration du 45e anniversaire de l'existence de l'entreprise. Un anniversaire célébré sous les signes de la reconnaissance et de la modernisation au cours de cette messe d'action des grâces dite en la paroisse Notre-Dame de Fatima. Au cours de cette messe, William Kazumba a pris la parole pour souligner le chemin parcouru par l'Office au cours de ses 45 années d'existence. Il a mis en lumière les avancées notables dans la signature du contrat de concession avec le consortium sud-africain Yellowstone pour la construction du port sec de Kasumbalesa ainsi que l'ouverture de nouvelles représentations à l'international. À partir du 1er janvier 2026, sous l'impulsion du chef de l'État, 3 mutations fondamentales guideront notre action. La mise en service de la plateforme modernisée de gestion du fret multimodal, l'élaboration d'un plan stratégique de développement à l'horizon 2035, l'ancrage international de l'OGFM à travers le déploiement de représentations en Afrique, en Asie et en Amérique, consolidant notre rôle sur la scène mondiale. Deux actions saluées par la délégation syndicale. La journée s'est clôturée par une cérémonie d'échange des vœux entre le membre de la grande famille OGFM, marquant à la fois la fin de l'année 2025 et l'ouverture d'une nouvelle ère pour cet établissement public. Communiqué de presse plutôt, la Régie des eaux SA, direction régionale de Kinshasa Est informe 6 abonnés de la partie sud-est de la ville de Kinshasa desservie par sa station de Ngombela qui est son booster de Yolo qui alimente le réservoir de Ngombela Est est en arrêt depuis mercredi 24 décembre 2025. Cet arrêt fait suite à une panne survenue sur le transformateur SNEL de son poste de transformation de Funa et qui alimente le booster de Yolo. Par conséquent, une interruption est observée dans la fourniture d'eau potable dans le quartier ci-après Rigini, Livulu, Mbanzalemba, Campus de Linikine, Rond-Point Ngaba, Maboulou 1 et 2.
La Régie des eaux SA prie les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ces désagréments et le rassure de rétablissement normal de la desserte aussitôt la fin de travaux par les équipes de la SNEL. Fait à Kinshasa le 31 décembre 2025 pour le directeur régional de Kinshasa-Est, Justin Matabaro, directeur commercial Kin Sud-Est. Et puis ces titres avant de nous quitter. De vivres et non-vivres ont été remis par le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa à certains foyers de sa circonscription dans le cadre de festivités de fin d'année. Venus des quartiers Njili Kilambu, Mama Yemo, Mazamba, Mama Mobutu et même de Ngaliema, jeunes et anciens ont salué ces gestes de proximité qu'ils qualifient de symboles d'amour et d'attachement. Plus de 1500 membres des amis de Socrate Mubengai ont bénéficié des vivres pour ce nouvel an. Nous serons ingrats de ne pas vous dire un grand merci. Notre grand souci est que vous soyez toujours à notre écoute. Les questeurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les députés provinciaux Socrates Mubengai n'a pas oublié ses compagnons de l'UDPS à Mongafula, en réitérant le même élan de solidarité envers les présidents cellulaires. Ngai na lobara na bino ke ezali kambo ya famille. Je vous ai toujours dit que c'est une affaire des familles et j'insiste et je l'ai toujours fait. Cheminer avec vous toute l'année et ça sera ainsi même l'année qui va commencer. Il reste à vous dire simplement merci. Le peu de mots on a estimé est significatif et merci. Ces gestes à la veille des vacances parlementaires s'est conclu par la présentation de ses vœux aux Kinois et en particulier à sa base de Mongafula, un élu qui conjugue action et affection. Madame, messieurs, c'était un plaisir de vous informer durant cette année qui s'achève dans quelques minutes. Je vous retrouve l'année prochaine, 2026, avec le même plaisir à toutes et à tous. Bonne année!